Bonjour. Bonjour Daïna. Bonjour Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, j'avais envie de présenter l'histoire de Daïna parce que la semaine dernière, j'ai partagé ma propre histoire, mon propre vécu par rapport aux agressions que j'avais subies quand j'étais petite. Et Daïna fait partie de ces femmes qui m'ont contactée et son histoire, elle, m'a touchée. Et je lui ai demandé si elle était OK pour me la partager et vous la partager. Et Daïna a dit tout de suite oui. Pourquoi cette conversation? Parce que pour moi aujourd'hui, je me présente, je suis Gabrielle, je suis sophrologue et mon travail tous les jours est d'aider, d'accompagner des femmes surtout à se reconnecter à leur corps, à se reconnecter à qui elles sont, à leurs émotions. Et souvent, à un moment ou un autre de l'accompagnement, le sujet du corps, le sujet de comment est-ce que notre corps a été pris en charge quand on était petit ou au contraire comment notre corps a été traité, va venir sur le tapis. Donc souvent, que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence ou dans la relation avec un conjoint, une conjointe ou à la naissance d'un enfant, souvent du sexe opposé, cette question-là, la question de comment je suis moi-même avec mon corps, vient nous parler. Et donc pour moi, c'était important de parler de ce qui se passe dans notre corps, de ce qui se passe, de ce qu'on vit dans notre corps, mais aussi surtout de comment est-ce qu'on transcende ce qu'on a vécu. Et pour moi, Daïna, c'est vraiment un exemple du chemin de reconquête de soi, de reconquête de son propre amour de soi-même pour soi. Et merci Daïna d'avoir accepté de partager ton histoire. Est-ce que tu serais d'accord pour te présenter, dire qui tu es? Bien sûr. Déjà, merci à toi, Gabrielle, pour avoir eu cette idée d'échange que je trouve fabuleuse. Alors moi, je suis Daïna, je suis maman de 2 petits garçons et enceinte du 3e bébé. Je suis assistante sociale de formation, je vis en couple. Donc effectivement, la page de Gabrielle m'a beaucoup, beaucoup touchée. Dans ses propos, dans ses ressentis, dans son vécu. Je me suis vue, à travers toi, Gabrielle, et en plus mon aîné s'appelle Gabriel, donc j'ai senti un élan, voilà, de partage. Donc moi, j'ai vécu, une situation d'inceste, jeune, j'avais 5 ans. Je vais parler un petit peu de mon histoire pour expliquer, pourquoi, ça m'a autant touchée. J'avais 5 ans, j'ai été, touchée, mon corps a été, des fois j'ai du mal encore, parfois à mettre des mots dessus parce que c'est tellement, violent encore pour moi, de mettre des mots, des vrais mots dessus que j'ai encore ce blocage-là. Mais en tout cas, j'ai été touchée par mon oncle et qui avait 40 ans à l'époque et moi à 5 ans. Mes parents me confiaient souvent, à cet oncle quand il partait travailler. Donc voilà, je me suis sentie démunie. Je me suis sentie pendant longtemps, pas moi. Je n'aimais pas mon corps. J'ai traversé plusieurs étapes. Alors petite, l'incompréhension. Pourquoi moi? On se pose la question. Pourquoi moi? Pourquoi? Quelle fragilité je présente pour qu'un homme, puisse être intéressé par moi? Et puis après, le déni. Comme s'il se passait rien. Des fois, j'étais là, j'ai encore cette image où je suis couchée et puis je suis là comme s'il se passe quelque chose, mais mon corps est là et pas mon esprit. Et puis, quand j'ai un peu plus grandi, où je comprenais plus les choses, il y a eu le dégoût. Le dégoût, donc la période adolescente, c'était vraiment une période où j'étais en colère contre moi-même, en colère contre les filles de mon âge qui allaient bien et moi, je n'allais pas bien. Donc de la jalousie un petit peu aussi, de voir les autres aller bien et pas moi. Et, euh, et puis de la colère envers mes parents qui me confiaient à ces personnes. Euh, et ce qui a été le plus dur, c'est d'apprendre aussi que ma mère est passée par là. Donc dans la famille, c'est quand même quelque chose qui existe, qui est fréquent.
et qui n'est pas parlé, qui reste un sujet très tabou. Donc ça a été vraiment une reconquête de moi parce que il fallait que je comprenne en fait qui j'étais vraiment, qu'est-ce que je voulais vraiment et qu'est-ce que je voulais, je ne voulais plus dans ma vie. Et ça a été vraiment un long travail. D'accord. Combien de temps a duré cette période-là? Pardon? Combien de temps a duré cette période-là, en fait? Combien de temps est-ce que tu as été victime d'attouchement, d'inceste? Alors, de mes 5 ans à mes 11 ans. Pendant cette période-là, est-ce que tu as pu te confier? Est-ce que tu as pu en parler? Je n'ai rien dit à personne parce que je sentais pas mes parents réceptifs. Alors moi, j'ai une problématique particulière. J'ai un père qui est alcoolique. Donc, mon père n'était pas disposé voilà, à me protéger comme il le fallait. Et ma mère, dans un déni complet, en fait, je pense, de ce qui se passait dans sa famille. Donc, je ne me suis pas sentie dans un espace sécuritaire pour pouvoir me confier à quelqu'un. Donc, je n'ai rien dit, ni à mes tantes, ni à ma mère, ni à mes grandes cousines. J'ai gardé ça pour moi pendant des années. Il n'y a qu'adulte que j'ai pu vraiment mettre des mots dessus. Est-ce que tu peux expliquer peut-être aux personnes, parce que moi c'est une question qui m'a été posée par rapport à ma propre histoire, comment est-ce qu'une enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans peut se dire, ou comment est-ce qu'elle se sent dans son corps de se dire les adultes qui sont autour de moi, les gens qui sont autour de moi, je ne me sens pas sécure. Qu'est-ce qui fait qu'on sent qu'on ne peut pas être reçu en fait? Est-ce que tu peux mettre des mots là-dessus et peut-être nous expliquer, toi, comment tu as vécu ça et comment tu as vécu le fait ouais, de pas sentir la possibilité de la parole? Alors déjà, alors moi, comme je l'explique, j'avais cette problématique alcoolique. Donc mon père, il n'y avait pas de possibilité de discussion avec lui. C'était souvent les cris, voilà, il rentrait souvent dans un état d'ébriété, voilà. Donc déjà là, la sécurité n'était pas là. Et du côté de ma mère, cette possibilité, cet espace de parole, je l'ai eu que quand j'étais adolescente et pas petite. J'ai l'impression que ma parole n'avait pas d'importance, que comme j'étais petite, ce que je pouvais dire n'avait pas d'importance. Les inquiétudes que je pouvais avoir n'avaient pas d'importance. C'est pour ça que j'ai voulu faire tout autrement avec mes garçons et leur laisser cet espace de parole avec moi. Mais en fait, l'insécurité que j'ai sentie, c'est ne pas me sentir entendue en fait par des adultes. Même dans mes besoins très simples, hein, je veux un jouet, par exemple, bah, c'est pas le moment. Il faudrait, voilà, pour l'instant, c'est pas le moment, c'est pas ton anniversaire, ou j'aimerais bien avoir ce que ma copine a. Ben non, il fallait mériter les choses. C'était au mérite. Donc, c'est vrai que ne pas se sentir entendu par les adultes, ça nous donne pas envie, en fait, à cet âge-là, de vouloir se confier à eux, de vouloir partager des choses avec eux. Par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie de femme, dans ta vie de maman, est-ce que tu vois des liens entre le fait de ne pas être reçue, de ne pas avoir été reçue dans tes besoins, dans les besoins fondamentaux, et le fait de toi-même prendre soin de tes besoins? Est-ce que tu vois des conséquences ou en tout cas des séquelles de ça? Le fait de Ah ne oui, pas j'en ai. mériter, justement, c'est j'ai de l'attention quand je mérite quelque chose ou quand c'est le Oui, moment. oui, tout à fait, Gabrielle. En fait, pendant longtemps, je me suis pas écoutée, et je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'ai senti que ma relation avec mon aîné était compliquée parce que j'écoutais pas mes besoins. En fait, tout passait pour Gabrielle et je m'écoutais pas. Si j'étais fatiguée, je dormais pas parce qu'il fallait faire. J'étais beaucoup dans l'action et très peu dans mon féminin. Donc, c'était le travail, c'était les enfants. Je prenais pas de temps pour moi, je prenais pas de plaisir pour moi. Et ça a pris vraiment du temps à cheminer, en fait, me dire que je dois penser à moi aussi dans ma vie de femme et m'accorder ce temps-là. J'avais l'impression de ne pas y avoir droit. Tu parles de plaisir.
À quel moment, tout à l'heure, tu nous as dit, quand tu étais adolescente, tu avais de la colère contre toi, contre les autres, contre tes parents, de la jalousie aussi pour les filles qui, elles, allaient bien. À quel moment est-ce que la notion de plaisir est rentrée dans ta vie? À quel moment est-ce que tu t'es reconnectée à du plaisir dans ton corps? Ça a pris, vraiment du temps, hein. Là, j'ai 33 ans, je dirais que ça Quatre. fait à peine 6 mois. Ça fait à peine 6 mois que je prends réellement plaisir, alors j'ai été heureuse, hein, j'ai eu des moments de bonheur comme tout le monde, mais le vrai plaisir, la reconnexion à moi, à mon corps, à me dire que je l'aime, je le respecte, heu, c'est un travail que je fais actuellement, avec Nadège et ça fait que 6 mois que j'arrive à me dire: «Ben oui, je m'aime, oui, j'existe et oui, j'ai le droit, au bonheur, au plaisir, aux bonnes choses de la vie» et ça, je le faisais pas avant. Donc, Nadège, c'est la personne qui t'accompagne, c'est ça? Oui, Ce voilà, travail-là de reconnexion à toi, tu as eu besoin à un moment de te faire accompagner pour pouvoir faire complètement. le chemin. Oui, complètement. Toute seule, je pense que je serais encore, dans les crises parce que ce qui m'a fait, prendre cet accompagnement avec, Nadège, c'est surtout, heu, l'arrivée de mon aîné qui a provoqué en fait à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de remontées, en fait de mon passif, beaucoup de cauchemars. Je rêvais, hein, mes incestes, je les ai rêvés. En plus, j'allais avoir un petit garçon, donc qu'est-ce que j'allais lui transmettre? Quelle valeur que j'allais lui donner? Comment couper le lien pour que lui-même il soit pas dans dans ce cercle vicieux que connaît ma famille? Et c'était très compliqué pour moi, très, très, très compliqué pour moi. Donc quand il est arrivé avec, toute son énergie, toute sa joie, Gabriel, et quoi. c'est vrai que voilà, ça a vraiment, chamboulé, les choses et là, effectivement, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de colère qui est remontée, qui ne le concernait pas, hein, directement, mais qui sont remontées quand même et là, j'ai dit: «Non, stop, mon fils mérite mieux que ça. Il mérite, une maman qui C'est va ça. bien» Qu'est-ce que c'est ça? et Il mérite mieux que ça. Qu'est-ce que c'est ça? alors, toute la colère que j'avais, tous les ressentiments que j'avais et qui n'étaient pas contre lui, en fait. C'était pas contre lui. Toutes les fois où je remarque où il y a eu des crises, où il y a eu des tensions, où des fois j'étais dans de grandes colères, pour des petites choses qu'un enfant pouvait faire, ça venait de moi en fait, je sentais j'avais des blocages par rapport à certaines choses et c'était pas réglé. Donc je me suis dit: «Il faut que je travaille déjà pour que moi, pour ma paix à moi, mais aussi pour mes enfants». Que je Mais la reconnexion excuse-moi, la reconnexion à moi, ça a pris du temps. Ce que j'entends aussi, c'est que dans cette volonté, toi, d'avancer, pour toi, de te faire accompagner, elle est venue par un enfant, en fait, par le fait que tu avais cette présence, cette conscience de ce qui se passait, de ce qui se jouait. Oui, tout à fait, tout à Il y fait. avait une espèce de C'est ça. recul sur la relation entre toi et Gabriel et ce qui se jouait vraiment, et un recul de dire ça, j'en veux pas parce que ça n'a rien à faire dans la relation. Exactement, exactement. Par rapport à ce que tu disais, le fait d'être accompagné, ça a changé quoi aujourd'hui pour toi? Ça a changé, mon regard sur moi-même déjà, parce que, je pouvais, parfois être critique même, envers mon corps, j'ai eu beaucoup de mal, à m'accepter moi, dans mon corps. Vraiment, ça a été, je pense que c'est pour ça alors, j'ai connu une période où je m'habillais beaucoup en garçon manqué, je pense que c'est pour ça que j'ai eu cette période un peu particulière où voilà, pour moi la féminité, je devais pas j'avais pas droit à ça. J'avais pas envie qu'on me regarde, voilà, je n'avais pas envie qu'on me regarde
Et, et je pense que déjà, il y a eu un gros changement à ce niveau-là. Donc, c'est m'aimer moi-même, aimer mon corps, apprendre à m'apprécier, apprécier mes valeurs. Ça a changé beaucoup de choses dans ma relation de couple aussi, où j'ai pu exprimer des choses, où on a pu discuter de certaines choses avec le papa des enfants, mais aussi dans ma relation avec mes enfants, qui est beaucoup plus sereine. Quand tu as rencontré ton conjoint, est-ce que tu lui en as parlé tout de suite? Ah, je t'entends moins bien, Gabrielle. Quand tu as rencontré ton conjoint, est-ce que tu lui en as parlé tout de suite de ton histoire? Non, pas tout de suite, non, non. J'ai pris le temps d'avoir vraiment confiance en lui avant de me confier à lui. Comment tu as su que tu avais suffisamment confiance en lui pour te confier? Alors, c'est ce que j'expliquais à Nadège, c'est que j'ai senti que j'étais en sécurité avec lui. En fait, c'est quelqu'un qui est très respectueux, qui prend son temps. D'ailleurs, ça m'a changé hein, de toutes les relations que j'ai pu avoir auparavant. C'est bien le seul homme qui a pris son temps. J'avais l'impression, limite, que Qui a c'était pris moi ton l'homme. temps. C'était moi l'homme, j'étais pressée, et puis lui la femme. Mmh. Il a vraiment pris son temps, il a vraiment fait les choses avec beaucoup de douceur, de calme. Voilà, il est très à l'écoute, il est très présent aussi. Et là, je me suis dit, oui, ça, c'est une personne avec qui j'ai envie de continuer un long chemin. Tu te sentais pendant que justement il te donnait du temps, où il prenait soin de toi, de ton corps, de ce qui se passait Oui, pour toi? Si tu es OK alors pour en parler, hein? pardon? Tu es OK pour en parler? Oui. Alors, bon, je pense que mon compagnon, c'est quelqu'un qui, alors c'est l'aîné d'une fratrie, hein, de 4. Il a toujours pris soin, en fait, de ses petits frères. Il a eu un rôle, un peu de papa il a été élevé sans papa et je pense que prendre soin de l'autre, c'est un peu, c'est comme inné chez lui, hein. C'est pour lui, ça fait partie, des choses de son devoir et c'est vrai que moi, dans notre relation, il m'a jamais, forcé à quoi que ce soit, il a jamais été dans la demande, heu, il attend toujours que je vienne vers lui et ça me change des autres hommes que j'ai pu rencontrer auparavant. Et du coup, comment toi tu t'es sentie? Comment tu te sens d'avoir de l'espace pour venir, pour finalement expérimenter ton propre désir, enfin pas seulement le désir sexuel, mais tu vois, dans le fait de vouloir quelque chose, de désirer quelque chose et de venir dire à l'homme ce que tu veux. Est-ce que tu sens que c'est confortable, pas confortable? Ça, il y a eu des, des étapes? Alors il y a eu des étapes, hein, entre nous 2, il y a eu des étapes, mais des blocages, vis-à-vis de moi parce que, heu, à un moment donné, pour moi, la sexualité, je pouvais m'en passer, vraiment. J'avais ce sentiment où si on restait, des semaines, sans avoir de rapport, je me portais très bien. Ça a été parlé, de toute façon, c'est à ce moment aussi que j'ai commencé à intégrer mon histoire, personnelle, où j'ai commencé à lui dire: «Voilà pourquoi, je m'en passe» mais je sais que on peut prendre du plaisir. Je sais que j'ai droit au plaisir, mais comment y avoir droit? Comment me laisser, emporter par ce plaisir? Ça, j'ai eu beaucoup de mal à cheminer, dessus donc on a tenté plusieurs choses et c'est vraiment cette complicité-là qu'on a eue, c'est en fait, je me suis sentie libre, vraiment de lui dire les choses et c'est la première fois, en fait, que je me sentais aussi libre de lui dire: ben voilà, ça j'aime pas, ça j'aime, heu, voilà, j'aime bien, quand tu fais ça» ou «J'aime pas quand tu me fais ça» ou et ça a été vraiment discuté, on a pris vraiment notre temps et il a été très patient. Donc c'est vraiment ce côté, très patient chez lui que j'apprécie. Et puis là, on est vraiment dans la sécurité du corps, hein. C'est le corps et Voilà, l'esprit. On est vraiment c'est dans ça. cet espace sécurisé où tout est expérience et en même temps, chacun met les limites de ce qui Voilà, est. exactement, exactement.
Et cette notion de liberté, je l'ai vraiment connue là, dans cet espace-là. Qui a été la première personne à qui finalement tu as raconté ton histoire? Ah ben, c'est lui. C'est lui. OK. Oui. Tu me dis que tu as 2 enfants et là tu attends le troisième. Oui. Dans tout le parcours préparation à l'accouchement, dans tout ton parcours médical, est-ce que tu as eu l'occasion ou en tout cas tu as senti que tu pouvais partager ton histoire? Partager mon histoire, non, Infirmière j'ai pas vraiment scolaire, eu. sage-femme, enfin. Alors, partager mon histoire, l'aîné, pour l'aîné, non, pas du tout. Je pense qu'à cette période-là, tout allait bien. En fait, c'est là que j'ai compris qu'il y a le désir de grossesse et le désir d'enfant. C'était deux notions différentes. Parce que ma grossesse s'est très, très bien passée. J'étais vraiment bien. Alors, quand bébé était là, ça a réveillé vraiment plein de choses. Et quand le deuxième est arrivé, alors là, je me suis dit: «Daïna, comment tu vas faire? Déjà, c'est compliqué avec, l'aîné, comment tu vas t'en sortir?» Donc là, avant de rencontrer Nadège, j'avais quand même rencontré une psychologue en périnatalité qui m'a beaucoup aidée, à cheminer certaines choses, mais c'était pas encore assez profond. La reconnexion à moi, je l'ai vraiment fait, avec Nadège Fassi. Mais, je pense que j'ai pas eu d'espace, en tout cas, auprès des sages-femmes, pour discuter. C'est vraiment moi qui ai été à la recherche, en fait, de cet espace. Parce que j'en ressentais le besoin, parce que je me sentais fragile et que j'avais besoin, j'avais cette envie, en tout cas, de bien faire avec mes enfants. Et la relation avec ta famille aujourd'hui, est-ce que dans ta famille tu en as parlé? Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans le dire, où est-ce que tu as envie d'aller avec cette histoire-là et comment ça se passe avec ta famille? Alors, je l'ai dit à ma mère, hein, je lui ai écrit une belle lettre où, je lui disais que je ne lui en voulais pas, que je voulais simplement mettre des mots sur mon vécu. Donc, elle est au courant, on a discuté par téléphone, mais aussi quand je suis venue en vacances, en juillet. Mon petit frère est au courant aussi, parce qu'on a une relation très, très proche, lui et moi. Donc, ce sont les 2 membres de ma famille qui sont au courant. J'ai pas voulu le dire forcément à mon père parce que je voyais pas en fait en quoi ça aurait changé les choses. Alors peut-être que j'ai tort, mais je me sens toujours pas dans cet espace, sécuritaire pour, voilà, pour lui en parler. En revanche, la relation avec ma mère a vraiment évolué. On discute beaucoup, donc ça nous a permis vraiment de nous rapprocher, et puis d'éviter de la culpabilité, pour elle parce que c'est pas comme si j'ai déposé ça, je lui ai dit: «Voilà ce qui s'est passé, maintenant, fais ce que tu veux». Non, j'ai vraiment insisté sur le pardon, sur voilà, que je sais qu'elle a son histoire elle aussi et que je viens, me réparer en fait, je viens guérir en lui disant. Et je pense que c'est une forme de guérison, c'est parler, c'est une forme de guérison. J'en ai frisson, c'est vraiment ça, c'est je viens me réparer Mmh. en disant, C'est en ça, posant les mots, en nommant les choses. Et quand toi, tu viens nommer, elle peut aussi nommer sa propre histoire et son propre vécu, parce que finalement, elle a pu poser son histoire quand toi, tu as posé la tienne. La tienne. exactement, exactement. Et j'ai pu savoir ce qui s'est passé pour elle, ça a été un vrai partage. Et j'ai pu comprendre aussi, ça m'a permis de lui pardonner parce que j'ai pu comprendre qu'en fait, elle était vraiment dans un déni et que c'était pas tant que c'était pas parlé. Et en fait, vraiment parler, ça aide parce que ma mère n'a jamais parlé. Elle a parlé à personne de ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent, hein, à part à moi. Et je me rends compte au final, ça n'a fait que reproduire, ce qui s'était passé pour elle. Ça s'est passé pour moi. Je suis sa seule fille, elle est la seule fille, d'une fratrie de 8, il y a 7 garçons, elle est la seule fille. Donc, on est dans un phénomène de répétition dans notre famille. Tant que le silence perdure,
Mm. Il y C'est a ça. des espaces de liberté pour les hommes et d'insécurité pour les autres. Et, Oui, euh, et tu as entièrement raison, le fait de nommer les choses, de dire les choses, que ce soit un sentiment, une émotion, une sensation, c'est important parce que c'est comme si, tu sais, les histoires pour enfants, le monstre qui se cache sous le lit, quand tu mets la lampe torche en fait et que tu vois qu'il n'y a rien, ben c'est l'équivalent de nommer en fait, c'est mettre en lumière ce qui est. Et là, on c'est voit ce ça. qui est. Et on met en lumière des choses et après, on en tire les conséquences. Et donc, toi, ton parcours, ça a été ça, les agressions, l'inceste, le silence, le Oui. fait de ne pas te sentir en sécurité. Et puis, adolescente, la colère, la jalousie, de la solitude finalement, où tu avais Oui, des beaucoup de amis, tu solitude. étais entourée. Non, alors j'avais beaucoup d'amis garçons. J'avais l'impression de fuir les filles. J'avais beaucoup d'amis Pourquoi tu garçons fuyais, qui, pardon? pourquoi tu fuyais les filles? Alors là, je ne sais pas. Alors, c'est une belle question parce que Ça aurait été, je me comment sens, tu te... Vas-y. j'ai l'impression que je me sentais mieux si j'étais garçon manqué. Limite, j'avais l'impression qu'il fallait que j'incarne le rôle d'un homme, peut-être pour ne pas être. Si j'étais avec des filles, j'attirais les garçons. Voilà. Quand j'étais avec les garçons, j'étais plus dans un. Les garçons étaient tellement habitués à ce que je sois dans mon mode garçon manqué qu'il y avait une forme de respect et puis j'étais comme un de leurs copains, de leurs camarades. Je faisais partie de la bande de garçons. Tandis que quand j'étais avec des filles, j'avais l'impression, ben, on se faisait draguer, surtout au lycée. Hein, j'avais quand même deux copines, mais on se faisait draguer, etc. Et moi, je n'aimais pas être dans cette partie-là. Je n'étais pas à l'aise. Donc, tu étais dans le camp des hommes pour être invisible, ce que j'entends, parce que C'est sinon, ça. tu aurais été dans le camp des filles, donc une proie potentielle. Voilà, exactement. Le maquillage, les mini-jupes, Ah non, vraiment, je me maquillais pas du tout. C'est maintenant que je commence à me maquiller, à prendre un peu plaisir au maquillage, mais je me maquillais jamais. J'étais tout le temps en jean basket. J'aimais le sport de garçon d'ailleurs. Et puis même dans ma vie de maman, par contre, j'ai toujours voulu avoir des enfants, à contrario. Et même dans mon rôle de maman, j'avais envie d'avoir des garçons et pas de filles. Alors maintenant, je suis ouverte à avoir une fille parce que j'ai fait ce travail-là sur moi. Je suis prête à partager ma part de féminité. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je me suis toujours dit, moi, je veux des garçons. ensuite, jeune adulte, tu te formes. Les relations professionnelles, c'est comment? Est-ce que tu choisis Alors ton là, métier? Est-ce que la façon dont tu choisis ton métier est un peu en lien avec ou pas du tout? Ou c'est vraiment un métier que tu ah as oui, toujours voulu exprimer? non, non, je pense que mon métier est clairement en lien avec mon histoire personnelle. Je pense que accompagner les gens, être là pour les gens, pouvoir les soutenir, les aider et leur dire que je me rappelle dans une formation, on m'avait dit pourquoi j'avais choisi ce métier. Je leur avais dit, moi, j'avais envie de donner de l'espoir aux gens. Leur dire que même quand ils ont vécu des choses difficiles, ben, on peut remonter la pente, on peut se battre. Il y a encore des gens qui sont là pour vous écouter, pour vous soutenir. Ben, je veux être cette personne. Et c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de faire ça parce que moi, j'aurais aimé quand j'étais petite fille, que quelqu'un me tende la main et me dise bah, Daïna, je sais que ça va mal, il y a quelque chose qui ne va pas bien, est-ce que tu as envie d'en parler? Et j'ai pas eu cette main. Et voilà. Donc, ce que je transmets aujourd'hui dans mon métier, je le fais vraiment avec passion. Et la relation à l'autorité, au travail, est-ce que ça a été impacté ou pas? C'est pas vraiment. Au travail, ça va. J'arrive vraiment à mettre des limites, j'arrive vraiment à me positionner sans pour autant être dans un litige avec mes supérieurs. Non, j'ai pas eu le sentiment que c'était impacté. C'est vraiment dans ma vie personnelle que j'ai senti que là, les émotions débordaient. Et c'est vraiment la gestion des émotions
chez moi qui débordait. Et tu me disais tout à l'heure que la relation avec ton conjoint actuel était très différente de tes relations avec les autres hommes de ta vie. Est-ce que Mm. tu peux nous en dire un peu plus sur comment s'est passée la relation à l'homme jusqu'à la rencontre avec ton conjoint? Comment tu choisissais tes partenaires? Je pense que, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir eu un rôle d'homme, puisque c'était souvent moi qui étais prédatrice, on va dire. Et j'avais l'impression que je n'aimais tellement pas, j'avais tellement peu d'estime pour mon corps que c'est souvent moi qui allais vers l'autre, ou quand l'autre avait un peu d'intérêt pour moi, ben pour ne pas subir, en fait, je prenais vite fait, les devants et j'engageais, les choses. Donc j'avais l'impression, en fait, j'avais cette impression, mais ce n'était qu'une impression de pour ne pas subir, ben, comme c'est moi qui ai été, alors c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui ai le pouvoir. Et j'étais vraiment dans cette notion-là de, voilà, d'être dans l'action, hein, même dans les relations sexuelles, c'était très brut, il n'y avait pas de sensualité, de sensibilité, j'avais pas tout ça. Et ça me convenait très bien parce que j'avais pas envie de rentrer dans cette sensibilité-là, j'étais pas prête de toutes les façons. Et mon corps ne m'appartenait pas en fait. À chaque fois, quand je repense à mes anciennes relations, j'ai l'impression que mon corps, je l'ai vraiment délaissé. Je l'avais complètement délaissé. Et c'est ce sentiment que j'avais. Donc, c'est comme si je ne l'ai pas respecté pendant des années et que je suis venue à le respecter avec le conjoint actuel. C'est un peu comme si tu avais perdu le contrôle de ton corps petite et que dans C'est ça. l'autre partie de ta vie, finalement, tu avais voulu reprendre le contrôle, mais en étant dans la prédation, comme tu as utilisé le mot Mm, prédatrice, en étant dans la violence finalement contre l'autre, même si ce n'était pas forcément conscient. mm, Mais même dans cette violence contre l'autre, finalement, tu reportais ça sur ton propre corps. c'est ça. Est-ce qu'on C'est peut dire ça. ça? Je peux résumer ça C'est comme ça. ça. Et puis quand je fais une introspection, je me dis, il y a, pendant, pendant assez longtemps, j'étais dans cette posture-là, en fait, dans cette posture où mon corps n'avait pas d'importance, mes besoins, mes envies réelles, je les oubliais, j'avais même pas envie de les entendre. Je leur laissais pas d'espace. Et c'était vraiment dans l'action. Et puis les relations n'avaient pas vraiment de début. On ne prenait pas le temps de se connaître. Ça passait toujours très vite aux relations sexuelles. Alors que là, comme c'est ce que je t'expliquais au début, c'est qu'avec mon compagnon actuel, on a vraiment pris du temps. Il y a vraiment eu le temps de se connaître, de discuter, de sortir, de faire des visites, enfin, de vraiment consolider une forme de relation d'amitié, d'amour, avant de passer au corps. Et c'est toute la différence avec mes anciennes relations. Finalement, la mise à distance que tu avais par rapport à dans le corps, mais les émotions et la sensibilité un peu de côté, là, tu as fait l'inverse. C'est-à-dire, je prends le temps de connaître, d'interagir avec la personne, de me sentir en sécurité et de faire peut-être sortir, émerger des Des choses. émotions, des Ouais. choses agréables et ensuite on passe une autre étape. Exactement, exactement. Et ça, c'était conscient de ta part, c'était voulu? Je pense que c'était pas conscient parce que comme c'est lui qui est venu, avec C'est sa lui qui est façon de venu. faire, C'est lui qui est venu? en fait oui, 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 c'est lui qui est venu, vers moi, donc c'est lui qui a engagé les choses, donc et même la relation était tellement différente que des fois je me demandais: «Mais est-ce qu'il avait de l'intérêt pour moi?» parce que c'était tellement différent. On m'a toujours montré l'image, enfin depuis mes 5 ans, l'image de l'homme que j'ai, c'est l'homme qui saute sur la femme et qui n'a pas de respect pour la femme, que là, ça me changeait. Je me disais: «Mais, c'est pas normal. Est-ce il est vraiment intéressé, par moi? Est-ce qu'il est» et en fait, si, il était vraiment intéressé, mais par moi, Daïna, pas le corps est venu bien après. En fait,
Et ça, c'était beaucoup plus intéressant. Donc, comme c'est lui qui avait engagé les choses et qu'il prenait son temps, donc j'ai suivi le rythme. Et finalement, suivre le rythme m'a permis de prendre conscience de ce que moi, je voulais vraiment, en fait, au final. Ça m'évoque une danse, tu vois, quand tu dis, il a donné le rythme, j'ai suivi le rythme. Ça fait vraiment, tu vois, comme un tango, C'est un truc ça. hyper sensuel. Et je voulais juste faire une parenthèse ici et saisir ce que tu dis pour moi, je veux parler aux hommes. Et les hommes ont l'impression, enfin moi j'ai discuté beaucoup cet été avec des hommes de ma famille, d'autres hommes de mon entourage, et en fait ils ont l'impression, parce que c'est ce qu'on leur inculque, qu'ils sont des bêtes et qu'ils ne maîtrisent pas leur sexualité et que s'ils se Mm. réfrénaient pas, ils seraient des bêtes furieuses. Et en fait j'ai juste envie que les hommes mettent pause sur ce que tu viens de dire et ressentent ce qui se passe à l'intérieur d'eux et surtout la puissance de ce que c'est que d'être un homme. Parce que pour Mm. l'avoir vécu, c'est vraiment quand l'homme est dans sa pleine puissance, mais dans sa puissance qui n'est pas de l'agressivité, mais vraiment dans sa puissance, dans ce qu'il est d'ancré, de posé, de protecteur, de père. Voilà, Exactement. le père, c'est celui qui met les barrières, qui met les limites, c'est Mm. celui qui sépare aussi la mère de l'enfant, c'est Bien celui qui dit sûr. hey, oh, là maintenant c'est bon, tu arrêtes là. Tu vois, et c'est vraiment dans ce rôle-là que l'homme, il est dans sa pleine puissance. Et c'est quand il est comme ça, en fait, que nous, nous, les femmes, on peut vraiment se poser, se reposer sur eux et puis être, nous, dans notre pleine puissance, qui n'est pas justement dans l'action et le faire dur, mais dans le faire et l'action, voilà, tout en souplesse, dans l'accueil, dans la générosité, dans une forme de sagesse. Voilà. Exactement. Ce que tu viens de me dire, moi, ça me fait penser à ça. C'est quand l'homme, il est bien dans ses baskets, pas dans la Mm. domination, mais ouais, dans l'ancrage, en fait, dans ses baskets. Ben, finalement, on peut marcher côte à côte parce qu'on se renforce l'un l'autre, en fait. On est vraiment dans l'équilibre entre je peux me reposer sur lui et être pleinement moi. Et quand je suis pleinement moi, l'homme se sent pleinement en sécurité. Il ne va pas avoir une espèce de harpie qui va lui sauter dessus. Et il va se sentir pleinement en sécurité pour lui aussi venir dans mon univers à moi. Enfin, voilà, moi, c'est ce que C'est ça ça. m'évoque, le partage. Exactement. Tout à Et, fait. donc voilà, donc tu rencontres cet homme-là, vous rentrez dans cette danse, danse des rythmes, on n'est plus dans le vocabulaire justement de la proie et du chasseur, on est plus Ça. voilà, on fait Voilà, ensemble. on apprend. Voilà, on fait ensemble, on apprend à se connaître, on voit ce qu'on aime tous les 2, ce qu'on n'aime pas, et pour tout dans la vie, hein, vraiment, que ça soit dans notre vie sexuelle, dans nos projets, c'est vraiment une danse en fait, on s'adapte. Il y a des moments, hein, comme dans tous les couples, voilà, d'incompréhension ou de désaccord, mais on arrive toujours et ça c'est vraiment, je dirais, la perle rare pour moi, c'est qu'on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Ouais. Voilà, on n'est pas dans, un litige où on va rester dans le litige, des jours et des jours. Vraiment, on arrive toujours à se compléter. Voilà, Ça marche. Et puis un bébé arrive. voilà. Un bébé Comment, arrive, comment tu vis la bébé qui a grossesse? voilà, bébé qui est arrivé, en tout cas pour le premier, comme je te disais, la grossesse, très, très, très bien passée, puisque je m'attendais pas, à avoir un bébé puisque j'avais la problématique des ovaires polykystiques. D'accord. Voilà, donc quand il y a eu bébé, il fallait pour moi qu'il porte un nom d'ange parce que il est venu comme un petit ange en moi. Donc voilà. Et c'est vrai que quand bébé est arrivé, alors beaucoup d'amour, beaucoup de. Alors papa et moi, on s'est adaptés, mais c'est vrai que la solitude est revenue Mm. pour moi. J'ai ressenti beaucoup de solitude. Je pense que ma relation avec ma mère est venue aussi en parallèle, en parallèle un peu, comment dire?
quel mot que je pourrais utiliser? C'est venu un peu troubler en fait ma relation avec mon fils D'accord. parce que petite, j'ai ressenti peu d'amour de la part de ma maman. Peut-être que je pense que c'était involontaire de sa part, mais elle n'était pas présente peut-être comme moi je l'attendais qu'elle le soit. Voilà. Mmh. Elle était beaucoup dans l'action, hein, tous les besoins, par exemple, du quotidien, s'occuper de nous, l'hygiène et cetera, mais dans l'amour, dans le toucher, dans Mmh. la sécurité, je sentais vraiment un gros manque, heu et mon fils, est venu me rappeler ça, en fait, et me dire: «Ben, quelle maman que j'ai envie d'être», et c'est là que tout a commencé, en fait. OK. Toutes ces inquiétudes, tous ces questionnements, l'amour de moi, l'amour de mes enfants, comment leur donner de l'amour alors que moi-même, j'ai j'ai ce manque d'amour pour moi? Comment partager, les choses avec eux alors que moi-même au fond de moi je suis pas à l'aise? Mmh. Heu et ça et à un moment donné, il fallait que je me fasse aider parce que je pouvais pas le faire toute seule. OK. Et donc après le deuxième. Ah, attends, déjà, tu as dit que Gabriel, c'était un nom d'archange, c'est un nom d'archange. Et si cet archange, qui est l'archange messager, ce serait quoi le message de l'archange pour toi? Ben, pour moi, il est venu me dire que tout est possible. Mmh. Tout est possible. C'est C'est là. possible, de devenir la personne que tu as envie de devenir, la maman que tu as envie de devenir. C'est possible d'avoir un enfant même qu'on croit qu'on ne peut pas en avoir, heu et c'est possible de changer. Moi, c'est ce que je et puis quand j'ai commencé, l'accompagnement avec Nadège, la première chose que je lui ai dit, c'est que je veux prouver à mes enfants que le changement, c'est possible. Voilà. Et c'est finalement ton propre enfant qui a été la petite main que tu attendais, la petite main que tu attendais que quelqu'un te tende. C'est C'est ça, ton propre fils, en fait, qui est venu. c'est ça. Bref, Exactement. voilà. Moi, je dis, Ouais. foutez la paix aux enfants, écoutez plus vos enfants parce que c'est vraiment des beaux cadeaux. C'est vraiment des beaux Ah cadeaux oui, quand on oui, prend le temps de les écouter. complètement. Et donc, tu te fais accompagner. Comment est la relation avec le deuxième? Alors la relation avec le deuxième a été plus paisible. Mm. C'est vraiment mon aîné, et même, hein, dans je regarde, dans le caractère, Gabriel, c'est vraiment quelqu'un c'est un enfant qui dit les choses. Il dit Mm. ce qu'il pense, il dit ce qu'il veut, s'il a Bienvenue une dans la vie de ma mère. émotion, voilà. Ah oui, vraiment, il chamboule, il chamboule. Alors que mon deuxième, il est plus calme, plus doux. Je l'ai allaité aussi plus longtemps. Alors je ne sais pas si, le fait de l'avoir, d'être restée, en congé parental avec lui, d'être restée, d'avoir, établi ce lien-là que je n'ai pas fait avec Gabriel parce que je suis retournée travailler, très rapidement. Comme je disais, dans le faire, dans l'action. Mm. Heu Pour Willan, j'ai voulu faire tout autrement et vraiment, je pense que c'est comme ça que mon cheminement s'est poursuivi en me disant: «Beh, je veux que ma relation, avec, Willan, qu'il sente que maman, elle est là, que le corps de maman est présente, que je lui transmets de l'amour», et du coup, il est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus posé, voilà. Il Ok. est Ça va Donc, avec Willan, ça va, ça se passe. ok. Donc, il y a un enfant qui a été plus dans le yang, un deuxième qui a été plus dans le yin, et le Ouais. troisième alors. Et le troisième, ben, pour l'instant, la grossesse, se passe très bien. Par contre, c'est vrai que pour Willan, il y a quelque chose que tu avais mis sur ta page qui m'avait beaucoup interpellée. C'était, tu parlais, de la toux, tu avais eu une toux, Pour les voilà. deux, en Alors fait. moi, j'ai Moi, c'était le symptôme de grossesse, c'est-à-dire dès que mon corps sentait qu'il y avait une intrusion, parce que je le vivais vraiment pour moi. Je prenais l'exemple des Goa'uld. Alors, je ne sais plus c'est dans quelle série il y avait des Goa'uld et ils avaient un espèce de mmh, truc à l'intérieur d'eux. Et moi, je vivais
Ma grossesse se passait super bien. Toutes mes grossesses se sont passées super bien. J'avais aucun symptôme, pas de nausée, rien. Mon corps, je savais tout de suite quand j'étais fécondée, je savais tout de suite quand j'étais enceinte, je savais tout. D'accord. Par contre, tout de suite, je me mettais à tousser. D'ailleurs, une de mes tantes par alliance m'avait dit, mais elle m'avait entendu tousser, elle m'a dit, tu es enceinte. Et donc, je toussais, mais du premier jour au dernier jour, et le jour de l'accouchement, j'arrêtais de tousser. Donc, les médecins n'avaient aucune... c'est juste, je toussais, mais c'était une toux que je ne saurais pas expliquer. C'était vraiment pour expulser quelque chose. Je toussais toute la journée. Je me suis fêlé une côte. Enfin, j'ai fini aux urgences. C'était Parce catastrophique. que Et je j'ai connu ça pour Willan, pour le ouais. deuxième. J'ai connu cette toux du début aussi jusqu'à la fin. Ouais. Alors, c'est vrai que quand j'ai su que j'étais enceinte, pour moi, ça a été tout un tas de questionnements encore, comment je vais y arriver, parce que déjà avec Gabriel, ça cheminait déjà en moi. Donc, un deuxième arrive, est-ce que je vais m'en sortir? Et c'est vrai que j'ai eu cette toux. Le questionnement, est-ce que je vais m'en sortir, il portait sur quoi exactement? Est-ce que c'était sur Euh, l'organisation, sur le faire? En fait, c'est dans le faire et je pense ce sentiment de solitude parce que, alors, papa, il travaille beaucoup. Alors, autant il est adorable, mais il travaille beaucoup. Son métier fait qu'il est très souvent absent. Donc, j'étais souvent seule. En fait, j'ai pas eu de répit non plus pour moi avec Gabriel. Je l'ai toujours eu avec moi. Voilà. Demander de l'aide, j'étais pas dans. Alors maintenant, je le fais, hein, mais à l'époque, j'étais pas dans ça. Demander de l'aide pour moi, c'était trop. Ok. Donc, est-ce qu'il Je y me suis avait dit aussi avec une part aussi d'émotionnel, c'est-à-dire le premier vient te chercher, le deuxième, si genre j'ai deux, enfin, tu vois comment? C'est ça, la charge émotionnelle, la charge au quotidien, enfin, c'était tout un tas de questionnements et j'ai eu cette toux, du coup, pendant toute la grossesse. Impossible de m'en débarrasser. Je me rappelle, j'allais voir les médecins, ils ne savaient pas quoi faire. C'était Pas très de radio, compliqué. Et voilà, et effectivement, après l'accouchement, plus rien. c'est ça. Voilà. Donc, Et, le troisième, ça se passe plutôt bien. Je me sens au contraire forte et confiante. Pourtant, c'est le troisième. Et je pense que c'est tout le travail aussi que j'ai fait, l'amour de moi-même, la confiance en moi aussi, me dire que je suis capable. Et puis, qu'au fond, j'ai toutes les ressources pour bien mener ma vie de maman. Donc, je le vis avec beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de sérénité. ok. Donc, c'est possible. C'est possible de se reconstruire quel que soit son parcours. Ah oui, je pense, oui. Si on est conscient de ce qu'on a vécu, qu'on est capable de mettre des mots dessus, qu'on est capable de demander de l'aide si on en ressent le besoin, c'est totalement possible. Ok. Ça Du coup, prend du temps. moi, je t'avais proposé de me donner des questions parce que moi, il y a des questions comme ça que j'adorais qu'on me pose. Il n'y a jamais personne qui me pose ces questions-là. Et je trouve super intéressant de demander aux gens, mais quelles questions t'aimerais qu'on te pose? Parce qu'on parle des fois de la pluie, du beau temps, on reste en surface. Et finalement, quelles questions, toi, tu aurais aimé que je te pose pendant cette rencontre-là? Et la première question que tu m'as dite, que tu m'as proposée en tout cas, c'est Daïna, qui es-tu aujourd'hui? Mm. Oui, tout à fait. Qui es-tu, Daïna? J'ai j'ai pensé à cette question parce que, comme je t'avais expliqué, Nadège m'avait posé cette question et souvent on se présente en surface. On dit qui on est en donnant son âge, sa famille, en présentant sa famille, sa profession, etc. Et elle m'avait repris, elle m'avait dit non, qui tu es vraiment. Et là, j'ai pleuré parce qu'effectivement, qui je suis vraiment, je suis cette petite fille qui a été blessée, qui a été humiliée, parce que clairement, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis sentie blessée, humiliée, en manque de sécurité. Et vraiment, c'est cette petite fille qui, à côté de ça, malgré
tout son vécu, tout le drame qu'elle a vécu, elle a réussi à se battre, elle a réussi à s'en sortir, elle a réussi à prendre son courage à deux mains, comme on dit, à faire sa formation, à aller jusqu'au bout de sa formation. Et en fait, j'avais cette rage en moi. Je pense que en fait, la colère a été utile quelque part parce que cette colère-là m'a permis vraiment de me dire, ce diplôme-là, je le veux, c'est ce que je veux faire. Je veux une vie de famille comme ça, j'espère un jour avoir une vie de famille, j'espère avoir ma maison. Et en fait, je remarque que toute cette colère-là a permis quand même de monter, d'escalader des montagnes pour pouvoir arriver à ce que je suis maintenant. Et quelque part, je dis merci à cette petite fille blessée d'avoir fait tout ce chemin-là parce qu'elle a été très courageuse. Donc, qui je suis maintenant? Je suis cette petite fille courageuse qui ose parler avec toi aujourd'hui, qui ose raconter son histoire et que j'assume vraiment aujourd'hui. Ok. Et qui est l'adulte? Qui est la grande Daïna? La grande Daïna, Qui elle je a dirais envie que c'est d'être? voilà, c'est la Daïna femme qui essaie de se rapprocher de sa féminité, qui apprend à s'aimer, qui prend plaisir d'ailleurs. Je prends plaisir ces derniers temps à m'aimer, à prendre du temps pour moi, à écouter mes besoins euh, et qui tente vraiment d'être dans cette relation avec ses enfants qu'elle n'a pas eu quand elle était petite. Ok. Bon, définitivement, tu me crées beaucoup d'émotions, hein. J'ai beaucoup de plaisir à t'écouter. Euh, et je me dis, Nadège, elle a fait un travail formidable. Et moi, c'est vraiment ça que j'aime dans mon métier et que j'aime quand le travail des autres aussi est bien fait. C'est quand on arrive à entendre des personnes avec ton parcours, avec ton histoire, ton vécu ou d'autres histoires, arriver à parler d'elle avec autant d'amour, de respect, avec de la douceur, quand on n'a pas appris la douceur et qu'on n'a pas appris à se donner de la douceur. Et moi, en tant que sophrologue, entendre dire que la colère, elle sert, mais oui, la colère, elle sert. Des fois, on ne s'autorise pas à être en colère, on ne s'autorise pas à nommer la colère. Mais la colère, c'est quelque chose qui vient viscéralement du corps, qui vient de qui on est dans ses tripes et qui dit cette situation-là, cette personne, cette chose, j'en veux plus. Et ça nous donne l'énergie de on est parti, on n'est plus là. Donc la colère, il en faut. Et puis après, Tout à fait. une fois que l'énergie de la colère nous a amené à un point, ben, il faut réussir à trouver un autre propulsant, un autre carburant qui va nous amener vers autre chose avec plus de calme, plus de sérénité, plus en profondeur, moins, sans être dans la force. Mais oui, la colère, oui, osons la colère, parce que la colère, elle est salvatrice. La colère permet de dire non. Et c'est vraiment Tout à fait. important. Et si tu devais donner des éléments, des pistes, comment pour toi tu t'en es sorti finalement? Comment est-ce que tu as dépassé ton histoire? Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui tu l'as dépassé ou que c'est toujours en cours? Et comment jusque-là tu l'as dépassé? Je pense pour la dépasser, il faut déjà en prendre conscience. Il faut déjà se dire, j'ai vécu ça. Se le dire, se l'écrire, peut-être même le crier, hein. Se dire, j'ai vécu ça. Ouais. S'autoriser, comme tu disais, s'autoriser la colère. Parce que je pense pour moi, c'est la première étape. S'autoriser de dire et d'être en colère, d'écrire. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Écrire, pouvoir écrire à ma mère, pouvoir écrire dans mon carnet à moi, mon ressenti, ce que je pensais de moi. Et puis après, tout le travail commence quand, en tout cas pour moi, a commencé quand je me suis fait aider et quand j'ai pris conscience qu'en fait, il fallait que j'apprenne à m'aimer, à me réapproprier mon corps pour vraiment être dans cette démarche euh, d'amour pour moi et de respect pour moi. Voilà. Ok. Et par rapport à ce que tu disais, tu fais aussi cette démarche-là pour toi, mais aussi pour tes enfants, pour pouvoir leur transmettre
pas des silences et des histoires qui se reproduisent, mais au contraire leur transmettre finalement qui toi tu es et toute la Exactement. richesse de celle que tu es. Euh, Tu m'as dit aussi qu'une des questions que tu aimerais que tu aurais aimé qu'on te pose et que toi, tu voudrais qu'on pose à tes enfants, c'est est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu te sens en sécurité quand tu confies, par exemple, tes enfants? Est-ce que, enfin, voilà, le fait de prendre en compte la parole de l'enfant, c'est ressenti. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Alors oui, je me sens en sécurité aujourd'hui, oui, ça c'est certain. Je me sens en sécurité avec la personne que je suis, avec les personnes qui m'entourent aussi, parce que je pense qu'on choisit, hein, au final, nos amis, notre entourage. Moi, je le dis souvent à mes amis très proches, je me suis créée une deuxième famille avec eux. Donc j'ai confiance en eux, donc je me sens en sécurité aussi quand je laisse mes enfants, avec eux. Heu et c'est vrai que mes enfants, je leur crée cet espace de parole parce que j'ose leur dire, hein, «Ton corps, il t'appartient, tu ne laisses pas, les gens te toucher, que si un jour quelqu'un, te touche et qu'il n'a pas le droit, tu sais que tu peux m'en parler». Ils sont petits encore, mais je leur dis, hein: «Ton corps t'appartient» et pour moi, c'est très important de leur transmettre ça, de leur transmettre aussi le respect. C'est parce que pour moi, c'est des 2 sens, hein, OK, ton corps t'appartient, mais toi aussi tu respectes les autres et le corps des autres et on est vraiment dans cette discussion-là et avec Gabriel surtout qui est les enfants, d'aujourd'hui, on en discutait, sont ils sont très, très éveillés. Donc Gabriel me pose beaucoup de questions, il est beaucoup dans le questionnement. Donc vraiment, l'échange avec nos enfants, je pense que ça, c'est vraiment primordial pour éviter justement, d'être dans ce phénomène de répétition. Vraiment prendre en compte la parole de l'enfant parce que même si c'est des Ouais, enfants, comme tu disais au tout départ, tout ta à fait. parole, on ne prenait pas en compte parce que tu étais un enfant. Les enfants sont connectés directement à leur corps. Moi, il n'y a pas longtemps, mon fils, il a vu quelqu'un et il m'a dit Maman, j'ai pas aimé comment il m'a regardé. Et je lui dis Ah bon, ok, Mmh. pourquoi? Et il me dit Mais j'ai eu peur. Alors la Mmh personne mh. n'a pas interagi directement avec lui, mais juste d'être Mmh. dans le lien, le regard, ça lui a pas plu. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as vu dans son regard qui te faisait peur? Et il m'a dit, mais il ne me regardait pas comme toi. Donc, tu vois, il y a vraiment, même si ça reste des mots Oui, d'enfant, je sais que tout cette à fait. personne-là, je vais pas, mon fils, il ne se sentait pas bien avec lui, je ne vais pas le laisser avec, parce que c'est du ressenti, Exactement, c'est pas forcément exactement. fondé sur quelque chose, mais en tout cas, moi, ce que je lui apprends aussi, c'est que, quand il a le droit de me dire ce qu'il ressent, le sujet est ouvert. Et puis surtout, il est entendu dans ses ressentis, c'est-à-dire on va en Exactement, parler et ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison, ça veut dire on va en parler et il va se sentir accueilli. Et de la même façon, je lui exactement. demande Ouais, d'accueillir aussi le ressenti des autres parce que voilà, c'est comme tout à tu dis, fait. c'est dans les deux sens. C'est le respect, c'est soit vis-à-vis des autres, soit vis-à-vis de soi, soit vis-à-vis des autres, et les autres vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est vraiment, pour Exactement. moi, c'est super important parce que ça, c'est maintenant qu'on leur donne en fait les outils pour savoir dire non, faire des bisous. Si tu n'as pas envie de faire des bisous à tout le monde, tu ne fais pas des bisous à tout le monde. Mmh. Et je reviens sur ce que tu disais par rapport à ton fils, c'est la notion de pouvoir être entendu. Je pense que c'est vraiment important pour l'enfant. Moi, c'est vrai que je prends en considération tout ce que mes enfants ils me disent, même si c'est banal, hein, mais on discute de la journée, de ce qu'ils n'ont pas apprécié, même si c'est avec un copain. Juste ce partage-là, cette notion, maman, elle m'écoute, c'est très important. Moi, ça me rappelle, une fois quand j'étais petite, ma mère m'a déshabillée devant des amis, de mon père. J'avais 6 ans, mais j'étais déjà victime. Donc quand elle m'a déshabillée devant, 3-4 amis de mon père qui sont des hommes et que je sais ce que j'ai vécu, je me suis mise à pleurer. Je lui ai dit: «Non, j'ai envie d'aller dans la salle de bain pour m'habiller» et elle m'a répondu: «Qu'est-ce que tu as à cacher?» Aujourd'hui, je sais que si demain un de mes enfants ne veut pas se déshabiller, de toutes les façons, je fais toujours attention, mais si jamais ça arrive et que on est dans un endroit où j'ai pas le choix et qu'ils ne veulent pas,
je respecterai leur choix parce que j'entendrai ce qu'ils me disent. Et là, c'est toute cette notion, je te disais que je ne me suis pas sentie entendue. C'est même pour cette occasion-là où ma mère m'a vu pleurer dans tous mes états, je ne voulais pas me déshabiller. Elle n'a pas su se rendre compte qu'en fait, il y avait un mal-être derrière. Et que c'est pas un caprice, ça correspond à un besoin Voilà, d'intimité, un besoin c'est de ça, respect de son corps, quoi. Et exactement. ça a aussi des conséquences, le fait de valoriser la parole de l'autre, de l'enfant, de l'écouter, de le recevoir, c'est je compte, je suis important. Quand je dis quelque chose, ça a de la valeur. Et c'est comme ça aussi qu'on Exactement. construit sa propre confiance et sa propre estime de soi, parce que ben, quand je dis quelque chose, même si la personne c'est un adulte, ben, elle m'entend quand même, elle respecte ma parole, elle respecte mon point de vue. Donc j'ai de la valeur. Mhm. Et on va sur de Tout à fait. l'estime et on va sur de la confiance. Et c'est comme ça au fur et à mesure que. Et ouais, c'est tout un parcours, c'est tout un travail. C'est vraiment Donc, c'est une vrai histoire de toute qu'après, une vie. voilà, après tout ça, oui, il faut être capable de cheminer, de se dire qu'on a de la valeur, qu'on est quelqu'un, qu'on s'aime. Et c'est vrai que c'est tout un cheminement. Et je pense que parfois, un petit coup de pouce de professionnels comme vous, comme toi, comme Nadège, ça permet déjà d'avoir une force en nous et de se dire qu'on est capable, en fait, de travailler sur nous et de, de s'aimer, en fait, et de se rapprocher au plus proche de nos besoins. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est que le point de départ pour moi, la flamme, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est quand à l'intérieur de soi-même, on sent il y a une tension, il y a quelque chose qui n'est pas OK en fait, entre ce que je Oui, voudrais, ce que je fais, ce que je suis. Enfin, quand je sens exactement. qu'il y a tout ce brouhaha à l'intérieur de moi, et oser dire, oser nommer, il y a du brouhaha, il y a du bordel dedans, il y a plein de choses qui n'ont rien à faire. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est quand le corps commence, le corps, l'émotion, l'esprit commence à donner des signaux d'alerte, on n'arrive plus à fonctionner comme avant. Exactement. Alerte, alerte, et pour moi, c'est vraiment son propre respect de soi-même commence par regarder ça et le nommer et dire ça, je ne peux pas le manager seul, je ne sais pas faire ça seul. Ouais, ouais, tout à fait, tout Vraiment, à fait. d'où l'importance pour moi, c'est un peu, en bonne Gabrielle, le message que je fais passer, c'est écoutons-nous, écoutons notre corps, écoutons nos émotions, parce que finalement, c'est eux qui nous disent, c'est eux qui nous signalent à chaque fois ce qui se passe et les dysfonctionnements, en fait, nos propres Ouais, dysfonctionnements. tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, comment tu te projettes? Aujourd'hui, comment tu te projettes dans un futur proche, avec un nouveau bébé, avec une famille agrandie? Alors, comment je me projette là, mon projet à moi, ce serait déjà de m'épanouir pleinement, vraiment, en tant que maman. Donc, En tant ce que que femme d'abord. voilà, en tant que femme, oui. Mais je me sens, en fait, en tant que femme, je me sens déjà, le travail avec Nadège permet déjà que je me sens épanouie. Ça crée. Juste le fait de m'écouter, de pouvoir prendre du temps pour moi, de ne pas être dans cette pression, dans l'action à chaque fois, euh, je me sens déjà beaucoup mieux qu'il y a 6 mois. Donc, oui, et l'épanouissement personnel, c'est sûr, mais effectivement, l'épanouissement maternel aussi, parce que je sais qu'un troisième bébé, ça va venir encore chambouler la réorganisation, etc. Donc, je suis prête hein, à faire face à ça, mais moi, mon projet, c'est vraiment pour l'instant de rester auprès de mes enfants les 3 prochaines années. Et puis après, partir sur un autre projet professionnel, puisque je pense que j'aurais aimé accompagner les parents. Donc, j'avais parlé de Nadège d'un projet en tant que coach parental pour accompagner les parents qui se sentent en difficulté dans leur relation avec leurs enfants. Voilà. Oui, Un projet qui te colle à la peau. oui, tout à fait. Pourquoi aujourd'hui tu as souhaité prendre la parole? Pourquoi tu as dit oui? J'ai dit oui parce que je pense que ça fait partie de
comme je le disais, de ma guérison. Ça fait partie aussi de mon envie de transmettre, de dire aux femmes qui, elles aussi, ont des vécus similaires, que tout est possible et qu'il ne faut pas s'enfermer. On n'est pas seul, en fait. On n'est pas seul. On est beaucoup à vivre ce problème d'inceste, de traumatisme, et qu'en parler permet déjà de se libérer et de guérir. Et parler, ça fait du bien. Et moi, j'ai voulu parler parce que je suis vraiment dans ce cheminement où je me dis: «J'accepte mon histoire telle qu'elle est. Elle m'a fait grandir, elle a fait de moi la personne que je suis». Il y a une partie triste, mais il y a une partie aussi, où je suis fière de moi parce que j'ai été forte, j'ai été courageuse et que, aujourd'hui, j'arrive à prendre soin de moi. Et vraiment, si c'est possible pour moi, je pense que c'est possible aussi pour d'autres femmes qui ont qui ont un vécu comme ça. Rebaptiser, renommer la rencontre d'Aïna ou la reconquête de son corps et de son pouvoir. Exactement. Et j'ai beaucoup aimé aussi la raison pour laquelle tu n'as pas voulu montrer ta photo, ton image. Oui. Est-ce que tu peux me dire? Oui, alors aujourd'hui, j'ai pris cette décision-là parce que, je veux prendre vraiment le temps, d'expliquer, à mes enfants mon parcours. À un moment donné, je pense que c'est important pour moi et ensuite pour eux qu'ils sachent, qu'ils soient au courant de ce que j'ai vécu, au sein de notre propre famille. Et je veux pas qu'ils l'apprennent par des réseaux sociaux, parce que ça va vite, hein, maintenant les réseaux sociaux. Je sais que quand ils vont grandir, ils y auront accès à un moment donné. Je veux pouvoir le faire, par moi-même et prendre, le temps de leur dire et de leur expliquer, mais surtout de leur montrer, toute cette, étape de guérison par laquelle je suis passée. Moi, je l'ai pris aussi comme un vrai symbole de maîtrise de ton corps, de ton image, voilà, Oui, je veux ça, je veux dire ça, mais dans mes limites, dans mes conditions. Enfin, j'ai trouvé ça très beau en symbole, en fait, de dire, ben, OK pour témoigner, mais dans la limite de ça, parce que je veux garder ça pour moi, ça, c'est mon intimité. Et par rapport à ton histoire, je trouvais ça vraiment très beau. Très, merci. tu vois, C'est une forme de respect, oui. c'est ça. Et d'écoute de soi. Et voilà, je trouve que, et tu vois, c'est ça aussi qui est important, que moi j'avais vraiment envie de montrer, c'est que dans notre histoire, on est impacté sur plein de domaines différents. Tu vois, ça va être sur la relation à la confiance à l'autre, le rapport à la sécurité ou à l'insécurité. Moi, je dis toujours, moi, je suis une bête de survie. Hein. Moi, tu me mets dans n'importe quelle condition, je trouve l'issue de sortie. Tu vois, ça a activé un instinct comme ça de survie chez moi, mais qui est apaisé, hein, mais qui est toujours. Je sais que je peux compter dessus. Ça va toucher aussi, ça peut toucher le monde professionnel. Pour l'instant, je ne l'ai pas trop rencontré, mais ça peut toucher le monde professionnel, ça va toucher l'intimité, le couple, la parentalité. Et puis, bah, la reconstruction dans l'autre sens va aller retoucher les mêmes endroits différemment, tu vois. Mmh, Et tout à fait. le fait de parler, de communiquer, de s'exposer ou de ne pas s'exposer, va venir réparer les différents aspects. Et je trouve ça, dans ta démarche, en tout cas, en cet instant, je trouve ça super de s'autoriser, en tout cas, cette forme de respect de soi, de son image et de ce que tu veux aussi pour ta famille. Parce que Mmh, tout à fait. la famille est aussi impactée. On n'en a pas beaucoup parlé, mais les relations de famille peuvent être impactées par le fait de sortir du silence ou pas. Bien sûr, bien sûr. D'où mon choix de ne pas, forcément dire les choses à mon père, je pense parce que je sais l'impact que ça peut avoir, et sur lui, mais autour, dans les relations familiales. Donc surtout que l'oncle en question, c'est du côté de ma mère. Mon père, dans tout son alcoolisme, a été toujours très critique vis-à-vis de la famille de ma mère, comme s'il ressentait, peut-être de l'insécurité aussi, hein, je ne sais pas, mais ça viendra conforter des choses et je n'avais pas envie de rentrer,
dans ça parce que je ne veux pas non plus qu'il, s'acharne sur ma mère en en la tenant responsable, en fait, des choses. Parce qu'ils sont tous les 2 responsables. Elle n'est pas seule. C'est un peu ce que je partageais aussi dans mon article, c'est que l'enfant, la petite fille, sentait que son corps parlait de beaucoup plus que son simple corps. On porte un peu la cohésion de la famille, des amis, voilà, on porte plein de Exactement. choses sur nos toutes petites épaules et on manage. Et puis au fur et à mesure, on se dit, bon ben voilà, chacun se débrouille, chacun manage sa vie, chacun fait comme il peut finalement, avec les ressources qu'il a. Et puis nous, en tout cas, toi, c'est on se libère et on avance notre chemin. Voilà, Ok. exactement. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Non, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, je souhaite, j'espère en tout cas que mon témoignage permettra, à beaucoup de femmes, de sortir du silence, de pouvoir parler, de pouvoir, se faire aider si elles en ressentent le besoin et de se faire confiance parce qu'au fond d'elles, elles sont amour, elles sont quelqu'un, ce drame-là ne fait pas de nous, de mauvaises personnes, des personnes salies, non, au contraire, on est des victimes, mais on est de bonnes personnes et je pense qu'il faut se reconnecter à ça et ne pas douter, ne pas douter de la personne, qu'on est. S'aimer, pouvoir s'aimer à nouveau, c'est très important. Moi, je dis souvent, ça m'est arrivé, mais ce n'est pas moi. Mmh, C'est... Et il y a vraiment la question est-ce qu'on est, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est est-ce que je vaux la peine, tu vois, c'est si ça m'est arrivé, c'est que quelque part, c'est ça. c'est est-ce que je vaux Mmh, la peine? Et en fait, oui, tout le monde vaut la peine et tout le monde a à l'intérieur de lui quelque chose. Parce que si on est venu sur cette terre-là, c'est parce on a quelque chose, on a un travail à faire. Et le travail de chacun est différent, le travail, ce que mmh, chacun apporte. Et des fois, on me dit, oui, mais moi, je suis qu'une maman au foyer. Mais en fait, une maman au foyer, c'est énorme ce qu'elle fait. Enfin, c'est exactement. moi, je l'ai découvert en me mettant en congé parental et en fait, j'étais mieux quand je travaillais parce que je travaillais moins que quand j'étais maman au foyer. Et en fait, c'est là où tout se crée finalement. C'est là où on crée la société de demain. C'est une pouponnière. Donc, Mmh, même si on est maman au foyer, même si on ne travaille pas, ben, la société valorise le travail extérieur et pas le travail à la maison, pas le mmh, travail tout à intérieur. fait. Et voilà, ce truc-là, ça vient aussi dire ça. C'est quand je suis dans le faire, je suis valable, mais quand je suis à l'intérieur, quand je suis en introspection, quand je travaille sur moi, ça n'a pas de valeur. Or non, c'est plus je vais travailler sur moi, plus je vais aller regarder qui je suis, qui je vais aller oser regarder mon corps, mes émotions, mon intimité, et plus je vais rayonner et plus je vais pouvoir être dans l'être et dans le faire. Vraiment dans l'équilibre des deux, parce que l'un sans l'autre, ça n'a pas de sens dans les deux sens. Hein. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Bon, en tout cas, merci encore une fois d'avoir voulu oser ton partage. Facile ou pas facile de parler? Ça a été vraiment, ça m'a ça vraiment, je suis très fière de d'avoir partagé avec toi, aujourd'hui. Très heureuse, d'être écoutée aussi. C'est une forme d'écoute aussi, hein, par rapport à mon histoire. Donc non, je l'ai fait avec beaucoup d'envie, avec, sans angoisse, vraiment c'était, avec beaucoup de plaisir que je me suis retrouvée, avec toi aujourd'hui. En tout cas, c'est un plaisir partagé et moi, je suis vraiment contente que tu aies suivi l'impulsion de venir me parler et de venir me raconter ton histoire. Et j'ai envie de te souhaiter, bah tiens, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? De continuer mon cheminement. De continuer ton cheminement. Et puis, il y a une phrase qui trotte beaucoup pour moi en ce moment dans ma tête, c'est passer d'un objet de plaisir à un sujet de plaisir. J'ai envie de te dire de savourer ton corps, de savourer ta vie. Vraiment de passer d'objet à sujet. Et quand on est sujet, ben, on a le choix, voilà, on est C'est connecté à très ça. beau.
Mais Ouais, c'est une c'est phrase très beau. qui tourne, je pense que je vais en faire un texte, je ne sais pas, elle tourne en rond depuis 2-3 jours. Et voilà, ce que je te souhaite, c'est vraiment ça, de continuer ton chemin, continuer à parler. euh, Merci. et continuer à vivre ta vie parce que bah, ta vie vaut la peine d'être vécue. En plus, si ta vie pour les 3 prochaines années et avec tes enfants, bah, moi je dis, ils en ont de la chance. Ils en ont Merci, de la chance. Gabrielle. Bah, merci à toi et je te souhaite une très bonne journée. Merci.